La France des Belloumi, c'est une histoire de famille, une famille d'immigrés algériens, 40 ans de vie que nous raconte Stéphane Beau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous avez écouté tous les membres de cette famille pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Les parents, bien sûr, mais surtout les enfants. Ils sont 8, 5 filles, 2 garçons. Et donc, ce travail, cette enquête, et c'est donc dans ce livre paru aux éditions de La Découverte. Alors, vous prenez beaucoup de précautions au début pour nous dire que ce n'est pas un travail typique d'un sociologue, qu'il faut prendre des précautions. Pourquoi ? Je prends des précautions parce que raconter l'histoire d'une famille de ce type, ça pose un certain nombre de problèmes de méthode sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais globalement, voilà, j'ai essayé de raconter une histoire ordinaire, d'une famille algérienne ordinaire, ces familles qui sont venues en masse dans les années 60-70, lors de la période qu'on a appelée les 30 Glorieuses, où la croissance était de 6% par an. On avait besoin de main-d'œuvre, notamment de main-d'œuvre immigrée. Le père, M. Belloumi, est venu en France, comme beaucoup d'Algériens, en 71. Il est venu travailler comme ouvrier non qualifié dans le bâtiment. Et ensuite, en 77, il a fait venir sa famille. Il y avait déjà 3 enfants. Et ensuite, il y a eu 5 autres enfants qui sont nés. Et donc, je raconte cette histoire parce que, tout simplement, on va dire que l'actualité médiatique, politique, etc., depuis quelques années, notamment depuis les attentats, font qu'on s'intéresse uniquement à la minorité, à ce qui ne va pas, aux auteurs des attentats, famille Mera, Kouachi, etc., mais qu'on oublie que la majorité de ces immigrés algériens se sont installés et se sont intégrés tranquillement, sereinement en France. C'est ce que j'essaie de raconter. Et je prends ces précautions parce qu'effectivement, c'est un discours qui va un peu à rebours, parce qu'en général, la presse, les médias veulent un peu du sensationnel. Et là, je raconte l'ordinaire. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire, rien de catastrophique non plus. Effectivement, il y a les difficultés du quotidien, mais c'est vrai que ça ne va pas dans le sensationnalisme, comme vous le dites. Alors, ce qui frappe, notamment, c'est la place de l'éducation. C'est vrai qu'elle est très importante, et c'est le père qui est le plus impliqué même que la maman. Il a cette phrase que vous dites, vous répétez, on travaille avec le stylo. Travailler avec le stylo. Travailler avec le stylo. Et là, voilà. Et donc, on voit, mais en revanche, il y a des différences entre les fratries, entre les filles et les garçons. Alors, pourquoi ? Alors, je vais commencer par l'école. Effectivement, l'éducation, vous avez raison d'insister sur ce point, c'est central. Mais c'est central pour toutes les familles populaires en France. Les familles qui veulent s'en sortir, qui veulent réussir à travers leurs enfants, ils n'ont pas 50 000 moyens. Le moyen principal, c'est le diplôme, c'est l'école, c'est la scolarité réussie, c'est le bac général. Ensuite, pour 5 filles sur les 5 filles, toutes bac plus 3... Mais elles ont dû se battre parfois pour faire un bac général, hein, là vous le racontez aussi. Oui, voilà. Et donc, mais c'est grâce à l'école, c'est ce qu'on oublie toujours de dire, c'est que l'école, c'est quand même, effectivement, ça peut être le vecteur d'une ascension sociale. Et c'est exactement le cas de cette famille algérienne, comme le cas des familles populaires françaises. C'est par l'école qu'on s'en sort. C'est pour ça que c'est si important, l'école. C'est pour ça que l'école primaire, c'est si important. Parce que c'est à travers l'école qu'on se construit moralement, intellectuellement, qu'on acquiert des diplômes et qu'ensuite on va devenir comme les filles Belloumi, infirmières, travailleuses sociales, etc. Et elles deviennent des classes moyennes. Et ce que je montre dans ce livre, finalement, c'est aussi ce processus qui n'est jamais trop raconté, mais qui est un peu invisible, mais qui est un grand processus, à savoir l'accès aux classes moyennes des enfants d'immigrés, qu'ils soient maghrébins, africains ou asiatiques. En France, c'est un processus qui est avéré par les statistiques. Mais alors pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour les garçons ? Alors, c'est plus compliqué pour les garçons pour différentes raisons. La raison première, c'est que d'abord, effectivement, les garçons sont, comme cette famille-là a grandi dans une cité, et que, comme on le sait, dans une cité, il y a des groupes de garçons et des groupes de filles. Les garçons sont davantage à l'extérieur, sont davantage pris dans les relations de copinage, etc. Et que ce sont des bons élèves jusqu'en primaire. Mais quand arrive la question et le devenir au collège, où il faut travailler davantage, parce que les exigences montent, et bien là, progressivement, les garçons vont non pas perdre pied, mais vont devenir moins bons scolairement. Et puis petit à petit, ils vont pas prendre les bons embrayages et ils vont se retrouver soit en lycée professionnel, qui peut être d'ailleurs un facteur de débouché positif, et qui vont avoir des niveaux de diplôme moins élevés. Alors que les filles, ce qui est très important, c'est que chez les filles, il y a à la fois le fait qu'elles sont plus concentrées à la maison et concentrées sur l'école. Parce qu'elles n'ont pas le choix non plus. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles savent très bien, et ça c'est très vrai pour les 2 sœurs aînées de la famille Belloumi, que c'est par l'école qu'elles vont pouvoir repousser la question décisive, qui est celle du mariage. Puisque pour elles, notamment parce qu'elles sont les aînées, leur mère va reproduire classiquement la situation et va vouloir les marier assez jeunes, sachant que Madame Belloumi s'est mariée à l'âge de 16 ans. Donc ces filles-là, les 2 sœurs aînées, Samira et Leïla, vont faire des études avec toujours cette idée-là, c'est le passeport pour une vie meilleure, mais c'est aussi une autre manière à nous de repousser cette échéance
assez redoutable du mariage, qui n'est pas un mariage forcé, mais qui est un mariage qui est poussé. La pression est forte. Et l'école donne des aides, des assurances, leur permet de négocier, parce que bien sûr les parents ne sont pas tout puissants comme dans toute famille, il y a des négociations à l'intérieur de la famille. Et le fait d'avoir un bac général, pour la sœur aînée Samira de devenir infirmière, 3 ans à l'école d'infirmière, elle va pouvoir négocier avec sa mère notamment le fait de repousser son mariage. Oui, vous rappelez effectivement l'importance des 2 sœurs aînées. Il y a la place de la religion aussi, parce qu'on sent que c'est quand même une fratrie qui est très soudée, alors avec des dissensions, hein, on est dans une famille évidemment, et la religion justement provoque quelques tensions. Alors, commençons déjà par dire effectivement ce que vous avez dit, redire, à savoir, ce qui est très frappant, c'est que cette fratrie est très unie. Insister sur le fait que, par exemple, si les frères qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui n'ont pas le bac, etc., ont des emplois, sont en emploi, c'est aussi par le fait que leurs sœurs aînées vont en permanence les aider, les assister, les épauler, les encourager. C'est très important, cette question du soutien moral dans une famille unie, c'est très important. Et la deuxième chose sur laquelle vous insistez, effectivement, c'est que la religion, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait, dans cette famille traditionnelle, entre guillemets, les parents sont de religion, de confession musulmane, mais de manière un peu tranquille, ils font le ramadan, etc. Mais progressivement, depuis une quinzaine d'années, on voit qu'il y a eu dans la famille, au sein même des 2 générations de filles, parce que entre l'aînée et la benjamine, il y a 16 ans d'écart. Oui. Et donc ces 16 ans d'écart, en fait, sont très importants à analyser, puisque l'aînée est née en 70, et elle a connu, il n'y avait pas ce mouvement de renouveau religieux comme il s'est passé en France depuis un certain temps en matière d'islam. Elle a été elle-même, elle est de confession musulmane, elle fait le ramadan, etc. Mais elle n'est pas impliquée fortement. Alors que les sœurs cadettes ont grandi dans une cité où justement, progressivement, il va y avoir un renouveau religieux. Elles vont, comme elles sont à la fac, etc., elles vont moins être touchées que d'autres, mais d'une certaine manière, elles vont considérer que c'est important. Et la religion, ce que j'essaie de montrer dans le chapitre qui concerne la religion dans ce livre, c'est que la religion va être un petit facteur de discorde entre les sœurs cadettes qui ont face à elles ces grandes sœurs aînées qui sont des modèles très difficiles à atteindre. Elles ont tout pour elles, elles ont tout bien réussi, et etc. Ça entraîne effectivement quelques tensions. Mais si je vous parle aussi de la religion, c'est qu'en fait, votre livre, il va se passer, il se termine en 2017, donc il y a l'attentat de Charlie Hebdo, il y a les attentats de 2015, et là, ça a un point important, la place de la religion, mais aussi le fait d'être d'origine algérienne. Là, vous le rappelez, c'est compliqué à ce moment-là. Oui, ce qu'on oublie toujours, c'est bien sûr, les attentats ont frappé toute la France, et c'était un moment extrêmement terrible, douloureux, etc. Mais il ne faut pas oublier que pour beaucoup de familles immigrées, bien sûr, ils ont été, de ce fait, stigmatisés durablement, et que voilà, les regards dans le métro, etc. Donc pour ce que je raconte un peu dans le détail dans le chapitre consacré aux attentats de 2015, c'est que pour ces enfants d'immigrés algériens, les attentats aussi ont été vécus très douloureusement, et parce que justement il y a cette stigmatisation. Mais par ailleurs, les sœurs aînées et la cadette ont aussi réagi. Elles ont participé à la manifestation du 11 janvier parce qu'elles-mêmes ont acquis, ont intériorisé totalement les valeurs républicaines. Donc ce livre, c'est aussi une façon de dire, mais cessons de fantasmer cette immigration algérienne ou marocaine en France. Ils sont là depuis 40 ans en France. Ils sont, comme le dit Jamel Debbouze, des gens d'ici, des Iciens. Et voilà, c'est ce que j'essaie de montrer à travers une série de détails dans ce livre. Mais ce qui est aussi frappant, c'est qu'on voit que le racisme, finalement, augmente au fil des années. En tout cas, le regard de l'autre, c'est plus compliqué. Et la mixité sociale, elle se délite. Je ne dirais pas qu'elle se délite, mais effectivement, la situation objectivement est plus compliquée parce qu'on a depuis 15 ans, par exemple, un phénomène de paupérisation des cités HLM, voilà, il faut reconnaître, et qu'aujourd'hui, la plupart des familles immigrées qui le peuvent vont quitter la HLM pour habiter un pavillon, pour être à l'écart, à l'abri des problèmes qui se trouvent dans les cités. Donc en fait, le racisme, je dirais, ce qui est très important, c'est que les épisodes 2015-2016, l'attentat de Nice, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que ça a multiplié le racisme, mais effectivement, ça a multiplié les préventions, si on peut dire, les regards, comme on dit. Et la sœur aînée, Samira, dit à la fin du livre, c'est très touchant, il y avait une bienveillance, il y avait une générosité en France, elle a été perdue. Elle a été perdue, peut-être qu'elle va revenir, on peut le souhaiter, mais elle a été perdue parce qu'effectivement, ces années-là ont été des années noires, terribles. Et alors, comment ils l'ont vécu, ce livre? Est-ce que les parents l'ont lu? Quel retour avez-vous eu? Bon, je pense que globalement, il me semble qu'ils ont été contents, parce que c'est un peu idiot de dire ça comme ça, mais d'une certaine manière, à travers ce livre, c'est une sorte d'hommage que les sœurs aînées ont voulu offrir à leurs parents. Parce que justement, on oublie toujours de dire que la migration, quitter
un village algérien dans les années 70 pour venir dans les grandes villes de France travailler comme ouvrier du bâtiment à la pioche, comme a dit M. Belloumi, c'est une expérience sociale extrêmement difficile et traumatisante. Et donc les enfants ont tout à fait conscience de cela, du sacrifice que les parents ont fait pour leur avenir, parce que de fait, le fait pour ces parents d'être venus en France, ça a permis cette mobilité sociale ascendante des enfants. Donc d'une certaine manière, ce livre, ce vœu, je pense, a été pensé aussi comme un hommage à leurs parents. Et vous me disiez que M. Belloumi juste a écouté parce qu'il a fallu le traduire en arabe. Oui, la fille aînée Samira me raconte comment à un moment donné, un dimanche, elle lui a lu le chapitre 1 qui est consacré à son histoire à lui. Elle lui a lu en français. Il comprenait un peu, mais pas tout. Donc elle lui traduisait en arabe. Et M. Belloumi acquiesçait aux propos que je tenais dans ce livre. Merci Stéphane Beau d'avoir été notre grand témoin. La France des Belloumi, portrait de famille à lire aux éditions La Découverte. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment accessible. Je vous invite à consulter cet ouvrage. Merci d'avoir été notre grand témoin.